Coucou, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour un cours qui m'a été très compliqué, très dur à écrire parce qu'il faut savoir que je ne l'ai pas moi-même étudié quand j'étais au lycée, que vous allez très vite comprendre, sinon vous allez le voir dans le titre. Ça s'appelle l'historien et les mémoires de la Seconde Guerre mondiale, et moi au lycée j'ai étudié l'historien et les mémoires de la guerre d'Algérie. Et je me suis dit, pour que ce soit vraiment complet, il fallait bien un jour que je le fasse celui-ci. Je me suis dit, à force de repousser, il fallait bien que je le fasse et garder certains que que j'ai eu plutôt de la facilité à les apprendre pour plutôt la fin. Même s'il y en a un aussi très dur qui arrive aussi, que celui-ci je le garderai vraiment pour la fin. Mais celui-ci est quand même assez compliqué car je ne l'ai pas étudié moi-même, donc j'ai dû vraiment faire tout avec des recherches, des livres, des bouquins, bref. Ça a été plutôt compliqué, mais j'ai réussi. Donc tout d'abord, cette intro peut marcher au niveau des définitions pour l'historien et les mémoires de la Seconde Guerre mondiale ou de la guerre d'Algérie, parce que tout d'abord, je trouve ça important de définir les termes d'historien et de mémoire. Donc l'historien, c'est celui qui doit relater l'histoire en étant le plus objectif possible et le plus vrai, et celui qui se rapproche le plus de la vérité possible. Donc c'est lui qui va relayer toutes ces informations et les former. Et vous avez donc les mémoires qui diffèrent selon les différents individus, et c'est les mémoires qui vont permettre aux historiens de créer des écrits, des traces de l'histoire. Donc l'un va avec l'autre, et l'un ne peut pas forcément aller sans l'autre parce que l'un dépend de l'autre s'il veut exister. Ma phrase ne veut pas dire grand chose, mais vous pouvez essayer de vous le schématiser, vous allez très vite comprendre. Les différentes personnes lors d'un événement ont un devoir de mémoire. Voilà, c'est le devoir, c'est important de connaître telle ou telle chose qui se sont passées, qui se sont déroulées lors de ces événements. Donc pour moi, le thème, la question, la problématique qui pour moi serait la plus judicieuse, pour moi encore une fois, c'est quel est le rôle des historiens et de la population dans le devoir de mémoire. Comme ça, on a l'historien, les mémoires et le plus important, le devoir de mémoire qui sera vraiment au centre de ce texte, de ce plan. On commencera donc avec un grand 1. Je vais me caler quand même. Hop. Avec un grand 1 qui sera les mémoires après la guerre de 1945 à 1960, les nouvelles mémoires de 60 aux années 90, et ensuite le devoir de mémoire de la part des politiques de tout bêtement de 90 à nos jours. Donc voilà. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Que le grand 1, on commence tout de suite. Désolé si mon téléphone vibre, je vais le mettre en silencieux, même si j'attends un coup de fil important, je vais le mettre en silencieux parce que ça va pas le faire sinon. Donc voilà. Donc on commence avec les mémoires d'après après la Seconde Guerre mondiale de 45 à 60. Faut savoir que la France sort de cette Seconde Guerre mondiale vraiment très affaiblie avec 400 000 morts et plus. De nombreuses villes et villages ont été bombardés. On doit vraiment reconstruire la France qui est un pays vraiment meurtri, vraiment très touché par cette Seconde Guerre mondiale. En 40 ans, donc c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale, la population est traumatisée par l'occupation et par tout ce qui a été collabo et tout ça, donc ils ont vraiment marqué. Les collabos sont punis lors de l'épuration sauvage. On a une partie qui sera illégale et une partie qui sera légale. Les illégales, ce sera des arrestations, des exécutions et des violences. Donc des personnes qui n'ont pas été jugées. Mais voilà, donc les gens ont voulu faire justice eux-mêmes. Et on a l'épuration légale avec plus de 160 000 procès et 7 000 personnes qui sont condamnées à la peine capitale, même si seulement 791 seront exécutées. Pour reconstruire le pays, il faut commencer à former les mémoires, reconstituer l'histoire et l'histoire telle que l'ont vécu les populations et telle que l'ont vécu les personnalités qui ont été acteurs de cette guerre. Il y a un début de conflit des mémoires entre la résistance intérieure du PC, la résistance extérieure de DG et le mythe du glaive et du bouclier de Pétain, dont on peut retrouver ce mythe dans la parution d'histoire de Robert Aronki. Alors j'arrivais pas en fait complètement à me relire, c'est pour ça. De Robert Aronki, qui écrit à travers cette thèse
donc l'histoire de Vichy. Et lui, en fait, il défend cette thèse du glaive et du bouclier de Pétain. On a de vraies représentations de symboles de la résistance, comme Jean Moulin, par exemple. Le mythe du résistentialiste est utilisé par l'historien, entre autres Henri Rousseau, pour décrire une France qui a résisté ensemble, qui a été unie ensemble. Donc on a deux choses en fait qui sont assez flagrantes, c'est qu'on va avoir ceux qui veulent montrer que la France a été unie tout au long de ce régime de Vichy, et d'autres qui veulent vraiment montrer que, au contraire, il y a eu des personnes, enfin on voit très clairement avec toutes ces exécutions, cette épuration sauvage, qu'il y a eu vraiment une disparité, enfin il y a vraiment eu deux partie, et c'est pour ça qu'une partie qui s'est fait persécuter durant le régime de Vichy va se rebeller après cette guerre et faire ses persécutions. Et certains historiens sont dans ce qu'on appelle, je ne veux pas me tromper de mots, l'hypermnésie, c'est-à-dire l'envie de mémoire, et plus encore, c'est-à-dire de vraiment cette envie de prononcer, aller très très loin dans ces mémoires de mémoire. Donc ça, c'est un mot qu'on va retrouver un peu plus loin. Il faut attendre la fin des années 50 pour obtenir le début des mémoires de la Shoah. Donc je trouve que cette première partie, hein, c'est mon point de vue, que normalement on est censé être très objectif dans un plan, mais là c'est vraiment mon point de vue. Je trouve que ce que l'on remarque de manière très flagrante, c'est que jusqu'aux années 60, on a vraiment une disparité au niveau des occupants et de l'occupation, c'est-à-dire des gens qui étaient les Français et ceux qui sont venus les occuper. C'est plus ça la disparité jusqu'à la fin des années 50 où on a enfin le début des morts de la Shoah. Donc ça, c'est important de le dire lorsque vous allez faire votre rédaction. Je pense que c'est important de le dire quand vous allez faire votre rédaction. On arrive donc à la partie 2, donc de nouvelles mémoires des années 60 aux années 90. On est à la fin des années 60, on a le baby boom qui relance en fait le questionnement sur un peu les fondements de la République et tout ça. Donc ce qui font que on va un peu relancer le débat sur ces devoirs de mémoire. On a aussi le cinéma qui intervient en fait dans ce devoir de mémoire avec Nuit et brouillard, La vie est belle, Le chagrin et la pitié, ou différents films, style aussi La Rave par exemple. Je vous glisse à ce moment-là le fait que, donc, on n'est pas trop dans ces années-là, mais qu'il y a un film récemment sorti qui s'appelle Opération Finale, qui est sorti sur Netflix, qui peut être un film que vous pouvez citer dans ce genre de rédaction en tant que chose importante au sein de l'histoire, parce que ça raconte vraiment une histoire vraie. Donc ça peut être vraiment une source sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Donc en plus, je ne fais pas du tout une pub au passage pour vous dire que j'en ai fait un commentaire sur ce film, que je vous mettrai un petit i par ici, que je vous invite fortement à regarder. Donc voilà, ma vidéo, et de regarder surtout le film qui peut vous aider à être une vraie source dans ce genre sur ce thème-là, en fait, sur ce thème de la Seconde Guerre mondiale, sur le devoir de mémoire. On arrive en 72 où Robert Paxton, historien américain, publie l'ouvrage La France de Vichy. Il y montre la complicité du régime de Vichy. C'est un premier historien en 72 qui met vraiment les pieds dans le plat, et il est important à retenir, Robert Paxton. Les procès permettent de juger les acteurs de la Seconde Guerre mondiale, dont celui de Eichmann, Barbie, Touvier et Papon, qui sont importants pour commencer à se reconstruire. Certains ont été jugés donc en Israël, d'autres ont été jugés pendant le procès de Nuremberg. Donc c'est important. Sans ça, on va avoir du mal à se reconstruire ou à construire sur des bases solides. Donc c'est important de concevoir cela. Et c'est pour ça que c'est important aussi de juger ces acteurs de la Seconde Guerre mondiale. On arrive au grand 3 avec le devoir de mémoire des années 90 à aujourd'hui. Donc on est en 93, François Mitterrand se rend au Veldiv, où il fait une journée de commémoration nationale, où on commence à vraiment comprendre que le régime de Vichy a un peu dénoncé un peu plus les coupables que la commémoration nationale sert vraiment à ça en fait, de se reconnaissance, ce devoir de mémoire auprès des victimes. On est le 16 juillet 95, Jacques Chirac reconnaît le rôle de la France dans la déportation des Juifs.
Donc ça, c'est vraiment très important. On est quasiment 50 ans plus tard, où on arrive enfin à mettre des mots sur les choses, sur cette guerre qui a été horrible, terrifiante, qui a été vraiment aussi beaucoup cachée. On avait vraiment beaucoup de mal à dire que c'était la faute de quelle nation doit en prendre pour son grade. Voilà, Chirac, par ce 16 juillet 95, le fait de reconnaître que la France a eu un rôle dans la déportation des Juifs est important pour même la reconstruction du pays et le devoir de mémoire pour la reconstruction du peuple juif. On arrive en 2005 où Chirac a inauguré, donc durant ses mandats, 3 mémorials, et en 2005 le mémorial de la Shoah. Donc là, on n'est pas 50 ans, on est 60 ans plus tard. Il faut 60 ans à la France pour enfin reconnaître, pour enfin comprendre son rôle réel. Et ça fait partie du devoir de mémoire que font les politiques, que joue le rôle du politique, qui permet vraiment de comprendre et de accepter malheureusement le rôle de la France, parce que voilà, c'est quand je dis accepter malheureusement, c'est dans le terme de ce qui s'est passé sous le régime de Vichy était affreux. C'est pas on accepte à contre-cœur, c'est normal d'accepter, mais que malheureusement il s'est passé ce qui s'est passé et qu'il faut l'accepter. C'est ça, c'est plus dans ce terme-là. On arrive donc sous Sarkozy, où Sarkozy souhaite que l'aide de Kim Ok soit lue par tous les lycéens. Et là, beaucoup de personnes vont critiquer Sarkozy en disant qu'il prend parti, que c'est pas bien, qu'il prend le fait que la Seconde Guerre mondiale a été fait pour faire de la politique sur le dos des résistants. Bref, un débat stérile qui je pense, voilà, n'a pas raison d'être, n'a pas lieu d'être. Voilà, je trouve que c'est important de lire cette lettre. Après, l'imposer comme il l'a fait, je ne pense pas. Après, le mettre, l'étudier, pour moi, c'est normal. C'est comme, en fait, c'est étudier toutes ces choses qui sont importantes. On arrive en 2005 où Benjamin Stora. Alors Benjamin Stora, je vais vous le citer pour la Seconde Guerre mondiale, pour ce thème de la Seconde Guerre mondiale, mais également pour le thème de la guerre d'Algérie, parce qu'on en parlera également, qui lance en fait la pétition de la liberté pour les soirs pour dénoncer les lois mémorielles. Donc c'est important à retenir, une date importante à comprendre et à mettre dans vos copies. Et en 2013, François Hollande rend hommage avec le président allemand aux victimes d'Oradour-sur-Glane. Donc c'est important. Alors vous allez me dire, mais c'est pourquoi c'est un président? C'est un président fédéral. Voilà, c'est juste pour le fait que si vous saviez pas, donc voilà. Donc en conclusion, on va parler d'hypermnésie, c'est-à-dire l'excès de mémoire, l'excès de vouloir rendre justice en cherchant les mémoires, même quand parfois il n'y en a pas. Il est bon de rappeler que les historiens contribuent aussi à faire émerger des mémoires qui sont marginales, c'est ça en fait. C'est que les historiens vont essayer d'aller chercher partout des sources, parce qu'on va pas avoir que le point de... On va avoir A, B et C qui vont intervenir dans tel événement. Si on a que le point de vue de A et de C, et que personne n'a demandé à B, lui, son point de vue, lui, ce qu'il a ressenti, lui, ses mémoires, bah forcément, il va manquer une case dans l'histoire. Et c'est le rôle de l'historien d'aller chercher ce rôle-là. Donc, je vais vous schématiser un petit peu ma dernière phrase de conclusion. Donc, voilà. J'espère que ça a été assez clair, que ça peut vous aider pour réviser votre cours. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous invite à vous abonner pour les autres cours. Je vous invite à mettre un pouce bleu et sur ce, ça sera déjà pas mal. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous embrasse. Sur ce, ciao ciao!